Ouh. Bonjour à tous, toute nouvelle sur YouTube. J'ai trouvé ce livre, La Maison des Morts, qui est plutôt atypique et qui rentre bien dans le thème d'Halloween. Et je voulais me lancer sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas lire ce livre plutôt que le lire toute seule dans mon coin. Et puis voilà, si vous tombez sur la vidéo, n'hésitez pas à laisser ce que vous en pensez en commentaire, comme ça on pourra échanger. Voilà, j'espère que la lecture du livre vous plaira. Alors, ils disent que ça fait saigner les yeux, qu'ils sortent presque de leurs orbites et qu'après du sang en coule. Qui dit ça? Des gens, je l'ai entendu. Tu inventes. Non, proteste Will. Pourquoi j'inventerais un truc pareil? Je te dis que je l'ai entendu quelque part. D'abord on devient fou, puis les yeux se mettent à saigner. Je crois même que toute la peau saigne. C'est vraiment n'importe quoi. Taisez-vous et dormez, dis-je en roulant sur le côté. La couverture au lainage rêche me gratte la peau, tandis que les exagérations de Will m'irritent intérieurement. Je laisse échapper un soupir énervé et mon propre agacement me contrarie. Cette sensation d'exaspération m'est familière ces derniers temps. Elle s'enflamme à partir de la boule que forme le soleil noir qui croît tranquillement au creux de mon estomac. À mon grand soulagement, les deux garçons redeviennent silencieux. C'est moi l'aîné, c'est moi qui commande, je suis le chef, le père. Du moins en ce qui concerne le dortoir 4. Mes paroles portent ici. Je remonte le drap amidonné jusqu'à ce qu'il recouvre le bord de la vieille couverture. Il ne fait pas vraiment froid dans le dortoir, plutôt frais. Le genre de fraîcheur incrustée dans les briques et le mortier de bâtiments vieux de plusieurs siècles. Une fraîcheur fantomatique, mélancolique, liée à ce qui existait autrefois et qui est aujourd'hui en partie perdu. Cette maison est faite pour nous, me dis-je, et à cette pensée, la boule au fond de mon être se contracte. Je tremble et remonte les jambes sous le menton. Ma vessie m'élance, génial. J'y arrive pas à dormir, dit Will d'un ton génial. Pas avec ce qui se passe. Il se met à bâiller et je l'aperçois dans la pénombre, assis en tailleur et touchant nerveusement les barres métalliques, au pied de son lit. C'est le plus jeune de notre dortoir et pour son âge, il est de petite taille. Il est souvent puéril. Un murmure constant s'élève, du lit situé en face de celui de Will, de l'autre côté de la pièce. Ashley, le cinglé de la chambrée, est agenouillé à côté en train de prier. C'est son rituel du soir. Après l'extinction des feux, un rituel religieux, je soupire. Je crois pas que Dieu t'entende étant donné la situation. Dieu est toujours à l'écoute, me répond sa voix affectée qui semble flotter dans l'atmosphère peu conviviale du dortoir, tel un roseau ployant mais ne cassant pas sous la brise. Il est partout. Ma vessie se tord de nouveau et cette fois je cède à mon envie et repousse les couvertures. Les lattes du plancher sont froides. Je me demande bien dans quel fichu état sont les genoux d'Ashley. Mais je ne mets pas mes chaussures, je ne suis pas un grand-père. Alors prier n'a aucun sens, déclare Louis d'un ton neutre. Son lit est le plus proche de la porte et le garçon regarde le plafond, les cheveux en bataille. Il gesticule en parlant bien qu'il soit allongé. Parce que si ton Dieu est partout, alors il est aussi en toi et par conséquent tu devrais pouvoir communiquer avec lui par l'esprit. Votre échange pourrait durer toute la nuit sans qu'on entende le moindre son. Mais bien sûr, il n'y a absolument aucune preuve de l'existence d'une forme supérieure quelconque, ni qu'on soit plus qu'un amas de cellules et d'eau. Donc ton Dieu sort tout droit de l'imagination de quelqu'un, et toi tu as adopté cette invention. En fait, tu perds ton temps. Le murmure redevient plus insistant. Peut-être qu'il est en train de s'en branler sous la couverture pour couvrir les bruits, dis-je en atteignant la porte. Je souris en mimant le geste. Louis s'étrangle de rire, Will se met à glousser. Mon irritation retombe. J'aime bien Will et Louis. Je préférais que non, mais c'est plus fort que moi. Je jette un coup d'œil sur eux tout en refermant la porte. Ils semblent bien petits dans cette vaste chambre. Il y a trop de lits pour nous 4. 6 sont en effet alignés de chaque côté du mur. C'est comme si les autres étaient rentrés chez eux et qu'on nous avait oubliés ici. La porte claque sèchement derrière moi et je me glisse le long du couloir. Le chemin jusqu'aux toilettes me semble interminable, et même si des phénomènes bien plus impressionnants que des ombres et le vide de ce vieux manoir sont susceptibles de m'effrayer, je me déplace rapidement. Les dernières rondes n'ont pas encore eu lieu. Je dévale le large escalier en bois, me cramponnant à la rampe dans l'obscurité comme si c'était le bastingage d'un bateau fendant les flots. Tout le bâtiment est plongé dans le silence, à part les petits craquements et plaintes propres à la bâtisse. Je pense aux autres gamins qui occupent les dortoirs répartis dans les différentes ailes et exposés aux 4 vents, aux infirmières et aux professeurs dans leurs appartements, et mon esprit ne peut s'empêcher de vagabonder jusqu'au dernier étage. Celui où seul monte l'ascenseur. Là où disparaissent dans la nuit les enfants malades, après avoir été enlevés en silence, tandis que le reste de la maison dort, avalés par l'ascenseur et emmenés au sanatorium. Nous n'évoquons jamais ce lieu entre nous, plus maintenant.
Personne ne quitte la maison et personne ne revient jamais du sanatorium. Nous le savons tous. Tout comme nous sommes conscients que chacun de nous effectuera le voyage. Un jour, je serai ce gamin qui disparaîtra dans la nuit. Jurine sans fermer la porte ni allumer la lumière, savourant le soulagement que cela me procure. Même si le jet qui éclabousse la céramique est bruyant, je ne tire pas la chasse d'eau, car c'est la nuit. Cette règle que maman m'a inculquée est toujours en moi. Puis je baille devant le miroir sans me laver les mains. Ce principe, en revanche, a changé. Ici, les germes ne sont pas notre priorité numéro 1, même si, pour être honnête, je ne me souviens pas qu'il l'ait été avant. Ils disent que ça fait saigner les yeux. Je me penche et scrute mes yeux avec attention. Normalement, ils sont bleu clair, mais par cette obscurité crasseuse, ils sont noyés de gris. Je tire sur l'une de mes paupières inférieures et j'aperçois de minuscules vaisseaux qui vont se perdre à l'intérieur de mon corps. Pourtant, je ne distingue pas la moindre trace de sang. Ce n'est probablement pas vrai, cette histoire de saignement. Juste une invention sortie tout droit de l'imagination stupide de Will. Je vais bien, on va bien. Pour l'instant. Tu devrais être au lit. La voix est basse et pourtant je sursaute. Matrone se tient dans le couloir devant la fenêtre et le clair-obscur qui se déverse par les carreaux fait briller son uniforme blanc. Son visage pâle en devient presque invisible. Tu n'es pas fatiguée ? J'avais envie d'aller aux toilettes. Lave-toi les mains et retourne te coucher. Je fais couler de l'eau froide sur mes paumes, puis je passe rapidement devant elle, montant les marches 2 par 2. C'est la première fois qu'elle me parle autant depuis mon arrivée. Je ne veux pas qu'elle s'adresse à moi, je ne veux pas qu'elle me remarque, comme si ça pouvait changer quelque chose. Matrone arrive, disent aux autres dans un murmure une fois dans la chambre. Ils sont endormis, me répond Louis. Il a du mal à articuler, ce qui ne me surprend pas. À cette heure-ci, tout le monde finit par céder au sommeil. Je ne comprends pas pourquoi il nous donne des vitamines avant d'aller au lit, ajoute-t-il, la bouche pâteuse. J'esquisse un demi-sourire sous ma couverture rugueuse et mes draps trop propres. Louis, avec 6 baccalauréats obtenus à l'âge de 13 ans, et qui aurait pu entrer à la faculté très jeune, s'il n'avait pas été bêtement arrêté en pleine course, est sans doute une sorte de génie, mais comme les autres, il ne voit pas l'évidence. Pourtant, je ne lui fais pas remarquer que ce ne sont pas des vitamines, mais des somnifères qu'on nous distribue. Matrone et les infirmières apprécient que la maison soit silencieuse la nuit. Tendue, j'attends encore 10 minutes environ avant d'entendre la poignée de la porte s'ouvrir et le léger frottement des chaussures durant l'inspection de chaque lit. C'est la dernière ronde de Matrone avant le matin. Une fois qu'elle est repartie, j'ouvre les yeux et me remets à respirer plus facilement. Et là, c'est particulier, c'est un passage en italique. Sur quelque chose, peut-être un bond dans le temps, quelque chose comme ça. C'est un vendredi qu'ils sont venus. Il faisait chaud, plus chaud que la normale. Il avait pris son temps pour rentrer de l'école. Il avait acheté un coca chez l'épicier du coin, mais comme son réfrigérateur ne fonctionnait pas, la boisson était tiède et poisseuse. Il l'a bu malgré tout, puis rôta bruyamment avant de jeter la canette par terre et de donner un coup de pied dedans. Il passa en revue sa journée. Monsieur Sittle dissertant inlassablement sur l'instabilité globale et croissante du climat, pendant qu'il bouillait de chaleur en bâillant mort d'ennui. Le devoir d'histoire qu'il devait rendre, la dispute avec Billy, tout ça allait finir par lui retomber dessus. Il ne savait même plus comment l'affaire avait commencé. Il se rappelait juste que Julie McKenrick l'avait regardé et qu'il avait l'impression qu'elle le regardait depuis quelques jours à présent, même s'il n'arrivait pas vraiment à y croire. Demain soir, il aurait la fête. Demain soir, tout pourrait changer. Julie McKenrick occupait toujours une place dans ses pensées. Il faisait trop chaud pour travailler, trop chaud pour être concentré en cours. Mais la température ne l'empêchait pas de songer à Julie McKenrick, et au fait qu'elle l'aimait bien, peut-être, elle aussi. Il était si absorbé par son propre monde qu'il ne se rendit pas compte que la rue était devenue étrangement calme, que tous les enfants d'ordinaire assis sur les trottoirs ou juchés sur leurs bicyclettes étaient rentrés chez eux. Billy et son devoir d'histoire s'étaient également estompés, et il était surtout concentré sur ce qu'il éprouvait pour Julie. Était-ce vraiment de l'amour ? Ou bien l'attirait-elle parce que c'était la fille la mieux foutue de l'école et qu'il avait de grandes chances de l'embrasser, voire de glisser la main dans son soutien-gorge. Rien que d'y penser, sa bouche en devenait toute sèche et les battements de son cœur s'accéléraient. Il se demandait ce qu'il ressentirait alors. Le saurait-il le lendemain lors de la fête ? Mais quand il vit la camionnette stationnée devant chez lui, à l'endroit où son père se garait en rentrant du travail, il ne vit pas le rapport.
Ce fut lorsqu'il entendit les cris de sa mère qu'il comprit enfin, trop tard. De toute façon, il faisait trop chaud pour courir. Ok, c'est comme ça que se termine le premier chapitre du coup. Mais je pense que le passage en Italie que je vous ai signalé, je pense que c'est du coup un souvenir avant qu'il arrive dans ce lieu. J'ai pensé à un orphelinat. Bah non, du coup c'est pas un orphelinat puisqu'il avait une mère et qu'elle lui a arraché. Un hôpital. Non, bah non. Bon, en fait, clairement, ça me fait penser pour l'instant au film Le Labyrinthe. Je sais pas si vous connaissez. En gros, les enfants, on a enlevé à leurs parents des enfants qui étaient, enfin au moins la moitié étaient insensibles au virus qui atteignait les autres, qui les rendait zombies en fait. Et c'est pour faire des expériences sur eux, on leur a arraché à leur famille et on a arraché aussi d'autres qui n'avaient pas les anticorps nécessaires pour voir la différence entre les deux. Et ensuite, on leur fait des expériences tout au long de leur enfance jusqu'à les balancer dans un labyrinthe pour voir comment est-ce qu'ils s'en sortent et étudier leur. Je crois que c'était ils étudiaient dans leur cerveau. Je connais pas trop son truc scientifique, mais au niveau neurologique, etc. Comment est-ce que. Qu'est-ce qui les différenciait des autres enfants, quoi, pour trouver un vaccin. Pour l'instant, ça me fait penser à ça. En tout cas, si je résume, on a 4 enfants dans la chambre. Donc on a le personnage principal, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Son meilleur ami s'appelait Billy, mais lui, on ne sait pas pour l'instant comment il s'appelle. On a Will, qui est le plus petit de la bande. On a Louis, qui est le plus intelligent. Et on a Ashley, le cinglé de la chambre. Voilà, donc on a les 4. Et lui, c'est le plus âgé, c'est celui qui apparemment commande ces 4-là. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce chapitre 1 vous aura plu. Et je ferai sûrement le 2. Bon, je pense que je vais l'enregistrer tout de suite, et puis je sais pas quand je le diffuserai. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Salut!